Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ce matin avec nous pour ce webinaire sur quelle aide européenne pour votre start-up. Et je me présente, je suis Gisela Sanchez et je suis directrice des projets européens et partenaire conseil au sein de Finance Innovation. Et Finance Innovation est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Nous avons 6 verticales d'expertise, donc la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, la gestion des finances d'entreprise, la finance verte et l'immobilier. Nous regroupons un écosystème d'environ 600 membres. Les profils de nos membres, c'est très varié car nous travaillons avec beaucoup de startups. Environ 350 de nos membres sont des startups de toutes tailles confondues. Nous avons aussi les grands corporates de la place, de la banque de l'assurance, des investisseurs, des académiques comme on l'a ce matin et aussi des cabinets de conseil experts sur différentes thématiques. Donc, notre objectif comme pôle de compétitivité est d'aider les startups à accélérer et les accompagner vers une croissance et aussi, évidemment, encourager la finance, la recherche, promouvoir la recherche dans le secteur de l'innovation. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thématique les aides européennes pour les startups. C'est vrai que les financements, c'est un sujet, c'est le premier sujet qu'on évoque avec les startups. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va faire un focus sur les aides européennes. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Caroline Rivière, directrice adjointe du pôle projet chez CNRS Innovation, et Olivier Gutmann, senior consultant chez FB Conseil Innovation, les 2 partenaires du pôle. Alors, c'est vrai que les projets européens, ça peut être un océan d'opportunités. Et c'est avec Olivier et Caroline qui vont nous présenter 4 dispositifs phares pour les startups. On va rentrer dans les détails de ces 4 dispositifs qui s'adressent principalement aux startups et PME françaises. Ils nous donnent les clés pour bien naviguer dans toutes ces informations. Mais avant de passer la parole à Caroline et Olivier pour qu'ils nous présentent son expertise et eux-mêmes, je vous rappelle que notre prochain événement, c'est l'événement Insure Day. On le fait le 23 novembre au Parc des Princes. Tous les membres du pôle sont invités et pour ceux qui souhaitent participer pour la première fois à un de nos events, on vous communiquera un code d'inscription gratuit dans les chats ou par mail suite à cet event. Donc, alors Caroline, je commence avec toi. Très bien, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Caroline Grévry. Je suis adjointe à la direction projet de chez CNRS Innovation. Alors, CNRS Innovation, c'est la filiale privée du CNRS qui s'occupe de toute la partie gestion et de la gestion de la propriété intellectuelle des laboratoires CNRS. Donc, on gère à peu près environ 20% du portefeuille du CNRS, qu'on se sépare avec les SAT. On a une autre activité qui est du coup le licensing et l'aide à la création d'entreprise avec notre programme RISE qui existe depuis maintenant 2019. Et le CNRS nous a également confié le pilotage de leur programme de prématuration, donc qui est réservé au laboratoire avec une tutelle CNRS, qui est un financement de 10 millions d'euros. Mais dans le cadre du coup de la thématique d'aujourd'hui, on aide également les chercheurs à monter leur projet Pathfinder et Transition pour les aider au montage du projet sur la partie impact. Merci Caroline. Olivier. Merci Gisela. Donc Olivier Gutmann, senior consultant chez FV Conseil Innovation. Donc on est un cabinet partenaire de Finance Innovation. Et nous, on va être spécialisé sur les startups et PME et les aider à accéder à des financements non dilutifs, donc des financements publics. Il y a beaucoup de dispositifs qui vont exister, qui sont accessibles pour les chefs d'entreprise, les startups, les PME. Parfois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, et notamment aujourd'hui sur les aides européennes, où on peut penser que les aides européennes, c'est seulement réservé à des grands groupes, à des ETI, qu'il faut monter des consortiums, des choses comme ça. C'est une partie vraie, mais il y a une partie aussi qui est accessible aux startups, et donc à nous de porter la parole et d'essayer de mieux présenter ces dispositifs et de donner envie aux chefs d'entreprise de pouvoir tenter l'expérience et postuler à ces dispositifs. Merci beaucoup, Olivier.
Du coup, on va commencer. Donc, ah oui, ça c'était la slide avant. Et voici un petit panorama. Donc, Olivier, si tu peux nous présenter plus ou moins un petit panorama des 7. Oui, donc c'est pour faire le lien avec ce que je viens de dire. Donc cette vision générale, c'est juste pour, à la manière d'un entonnoir, d'avoir cette overview d'abord sur toutes les aides qui peuvent être accessibles aux startups, aux PME et aussi aux laboratoires de recherche. Donc on va les classer suivant la matrice en plusieurs niveaux, donc niveau régional, national, européen, et après on va parler d'aide directe, indirecte et de financement privé. Et donc en fait, cette matrice, elle joue en fonction du stade de développement dans lequel est la startup. Donc il y a une intensité de l'aide qui va être plus ou moins forte. Généralement, on commence au niveau régional pour consolider d'abord ses fonds propres. On fait partie d'un incubateur, on reçoit des conseils, on a des subventions des régions pour aider à passer les premiers mois, la première année. Et puis, au fur et à mesure, si on se développe, si on commence à avoir de l'attraction, d'avoir du chiffre d'affaires et qu'on veut étoffer son équipe, on va aller sur d'autres dispositifs au niveau national et au niveau européen. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le niveau européen. Et donc là, on veut vous montrer en fait que il faut quand même avoir une certaine maturité, d'être positionné à un certain moment de la vie de votre entreprise pour postuler à ces dispositifs qui sont assez sélectifs, engageants, mais qui demandent aussi une projection très forte de l'entreprise vers l'international, vers l'Europe. Donc, c'est pour ça que les niveaux européens, l'intensité des aides est très forte, mais c'est pas pour tout le monde, c'est en fonction du niveau de maturité de l'entreprise. Merci. Alors sur la partie Horizon Europe, c'est un programme qui est en place depuis maintenant 2 ans et qui va perdurer encore quelques années et qui est séparé en 3 piliers. Donc il y a le premier pilier qui est sur plutôt la science d'excellence. Donc c'est le programme plutôt ERC. Donc là on est vraiment face à un financement sur l'excellence de la recherche scientifique qui est attribué à des chercheurs qui ont plusieurs millions d'euros pour travailler sur une thématique bien particulière. Et donc voilà, on peut soit donner le financement à un chercheur ou alors un groupe pour travailler sur une thématique sur plusieurs années. Les financements sont très élevés, mais voilà, c'est un financement qui est vraiment dédié à la recherche. Après, on a plutôt le pilier 2 qui est plutôt sur la partie cluster où ça va plutôt travailler sur des thématiques en particulier. Et après, on a le pilier 3, qui est le pilier qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est du coup le pilier de l'EIC. Et donc, c'est un budget du coup de 13,6 milliards d'euros. Et donc, il y a actuellement 3 dispositifs au sein de l'EIC qu'on va vous détailler tout de suite après et qui permet vraiment de financer des projets d'innovation de rupture pour les amener jusqu'au marché et à la création d'entreprise et accélérer l'entreprise derrière. Super, merci. Et Olivier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet-là? Non, je pense que c'est un programme qui est déjà dans la durée. Là, on est au milieu un peu du programme, donc qui va durer 7 ans. Donc, c'est déjà de la stabilité. Et ensuite, chaque pilier a ses objectifs. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le Conseil européen de l'innovation, qu'on appelle EIC en anglais, sur lequel on va se concentrer avec les 3 dispositifs phares qui sont Pathfinder, Transition et Accélérateur. Et voilà, là on revient sur le focus et puis en bonus on a ajouté un autre dispositif européen, le Cascade Funding, qui est un peu différent et qui peut être intéressant. C'est peut-être moins connu que les 3 autres, donc il y a toujours un intérêt de présenter ces dispositifs. Donc là, on va mettre les avantages vraiment de façon synthétique. On va aussi mettre les taux de financement. C'est l'EIC Pathfinder Transition, ça peut aller jusqu'à 100% des dépenses. Donc sur des programmes de 24 à 48 mois,
C'est pas rien. Et après, là aussi, comme a dit Caroline, ça couvre quand même toute la phase de recherche et d'innovation, donc de la TRL 1 à 9, peuvent être couvertes par soit un Pathfinder, soit un Transition, soit un accélérateur. Tu nous donnes la définition de TRL? Le Technological Readiness Level, c'est de savoir où on va, où est positionnée notre innovation. Est-ce qu'on est vraiment au tout début, on a beaucoup d'incertitudes, on ne sait même pas si on va pouvoir avoir quelque chose qui peut être prêt au marché. Et plus on avance dans la TRL, plus on est proche du marché. Et la TRL 9, à la fin, on commercialise notre innovation, notre recherche avec un produit qui est packagé et qui est disponible pour nos clients. Super, merci. Donc, du coup, voilà, comme on vous l'a dit, il y a 3 financements phares au niveau de l'EIC. Donc, on a le Pathfinder. Anciennement, c'était le programme FET. Et il y avait aussi un début d'accélérateur sur l'ancien modèle. Et ils se sont justement aperçus que au milieu, du coup, entre TRL 3.4 et TRL 6, il se passait pas grand-chose en termes de financement. Et donc, du coup, c'est pour ça que sur ce nouveau programme européen, ils ont créé du coup le transition. Donc voilà, on a plutôt le Pathfinder qui, on va le détailler un peu, est là pour sur la partie recherche. Donc sur des TRL bas, on va avoir le transition qui, une fois que vous avez obtenu votre preuve de concept, va vous permettre d'aller plus loin sur la partie applicative et sortir un premier prototype à la fin du projet et peut déboucher à la création de l'entreprise. Et donc après, en général, c'est vers l'accélérateur qu'on se tourne pour vraiment donner l'accélération sur la mise sur le marché du produit. Alors, le Pathfinder, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui vise à financer des projets de rupture en termes d'innovation, c'est-à-dire que vous avez une idée, mais qui vous paraît innovante et vous n'avez pas forcément, vous avez quelques résultats, mais qui sont pas à un terme très avancé, mais vous souhaitez pouvoir aller plus loin. Du coup, le Pathfinder est un peu là pour ça. Donc, c'est un financement qui se décompose en 2 groupes parce qu'il y a 2 appels par an. Du coup, il y a un appel qu'on appelle open, donc c'est un appel qu'on dit blanc, c'est-à-dire toute thématique confondue. Donc, dans ces cas-là, ce sera forcément un projet collaboratif avec un minimum de 3 entités venant de 3 pays différents. C'est des montants qui peuvent aller jusqu'à environ 3 millions sur la partie open avec une durée moyenne plutôt de 36 mois. Alors, ils disent qu'on peut monter jusqu'à 60, mais on va dire qu'en moyenne, c'est plutôt 36 mois sur le Pathfinder. Et sur ce financement, le taux de financement est de 100%. Donc là, voilà, vous avez une idée qui est vraiment sur la partie recherche et donc ce financement est accessible aux startups. Vous pouvez monter des consortiums avec soit des laboratoires, soit d'autres entreprises. Et donc, voilà, l'autre partie, c'est sur la partie challenge. Donc là, l'EIC avait défini 5 challenges, je crois, cette année. Et donc là, c'est des projets qui peuvent être soit collaboratifs avec un minimum de 2 entités, ou alors monobénéficiaires. C'est-à-dire que la startup peut postuler seule à l'EIC Pathfinder Challenge. Donc là, on peut monter jusqu'à environ 4 millions d'euros sur le programme pour des durées d'environ 48 mois sur ces programmes-là. Pareil, on a un taux de financement qui est à 100%. Donc voilà, sur chaque groupe, donc il y a un call en open et un call en challenge. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, je crois, la clôture du challenge pour cette année. Alors après, voilà, une fois que le Pathfinder est terminé, on peut se diriger vers l'EIC Transition. Donc là, on est plus sur un financement des projets pour favoriser et accélérer le passage de la preuve de concept que vous avez obtenue dans le cadre de l'EIC Pathfinder pour l'amener sur la mise sur le marché. Par contre, pour pouvoir postuler à un EIC Transition, il faut forcément se baser sur des résultats qui ont été obtenus sur un projet européen précédent. Donc, soit une ERC-POC. Donc, les ERC-POC, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est un financement qui se trouve dans le pilier 1.
soit un EIC Pathfinder ou un financement FET, parce qu'il y en a encore qui sont en cours, ou un European Defence Fund. Donc, il faut forcément se baser sur des résultats qui sont issus d'un projet européen pour pouvoir postuler à l'EIC Transition. Donc, c'est des projets qui sont soit collaboratifs avec un minimum de 2 entités ou alors des projets monobénéficiaires. Ce qu'on s'aperçoit sur 2022, c'est que sur les projets qui ont été financés sur un EIC Transition, il y a la moitié qui sont des projets collaboratifs et la moitié qui sont des projets monobénéficiaires. Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que j'ai plus de chances si je monte un consortium? En tout cas, sur 2022, la réponse est non, c'est 50-50. Donc là, on est sur des montants de 2,5 millions. C'est un montant qui est assez ferme. On peut difficilement aller au-dessus. On est toujours sur un taux de financement de 100% sur des durées entre 24 et 36 mois. Ça dépend vraiment du projet. C'est vrai que là, sur la partie transition, le montant de la subvention est assez ferme. L'Europe va aller rarement au-dessus des 2,5 millions. Ce qui est moins le cas sur la partie Pathfinder où ils ont plus de souplesse. Je pense qu'il y a un exemple où ils sont montés jusqu'à 5 millions, mais on va dire que voilà, globalement, les 4 millions sont faisables sur la partie challenge et open en face. Donc, pourquoi ils ont créé ce projet, ce financement transition? C'est typiquement pour la start-up sur un nouveau produit, passe un peu la partie vallée de la mort au niveau des TRL, parce que là, voilà, on se situe plus sur des projets qui en entrée on voit être un TRL 3-4, c'est-à-dire il y a une première preuve de concept et qu'il faut améliorer ou qu'il faut perfectionner sur une application ou un marché en particulier, et l'EIC Transition va être là pour amener ce futur produit. J'ai une question, Caroline. Concernant les Pathfinder, c'est aussi les mêmes taux de réussite si les projets, dans les challenges, si c'est monobénéficiaire ou si c'est collaboratif? Alors ça, j'ai pas le taux sur. C'est vrai que ils ont pas fait ces statistiques-là au niveau de l'Europe. Ils l'ont plus fait sur le transition. Mais voilà. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est obtenir un transition ou obtenir un Pathfinder, c'est difficile. Les taux d'acceptation sont assez bas. Il y a énormément de dépôts. Typiquement sur 2022, il y a eu plus de 800 dépôts de projets sur les Pathfinder, appels confondus. Et sur les transitions, on est un petit peu plus de 300 projets. Et vous voyez, sur les Pathfinder, sur les transitions, sur les 300 projets déposés, il y en a eu un petit peu moins de 50, un petit peu moins de 60 qui ont été financés. Donc, c'est assez drastique en termes de sélection. Ils sont le Pathfinder va être très centré sur la partie excellence scientifique. Voilà, ils vont au niveau des critères de sélection, c'est vraiment la science qui va primer quand ils vont étudier le projet, alors que sur la partie transition, va y avoir plus de poids qui va être mis sur la partie impact et marché business. Okay. Olivier, je pense que... Oui, et on en parlait juste avant aussi. Pour le Pathfinder ou le transition, certes, les taux de succès sont pas très élevés, mais parfois, il faut aussi reprendre à plusieurs reprises. Et si on cumule, parce qu'il y a 300 projets peut-être qui ont été sur transition, 800 sur Pathfinder, mais certains ont déjà été déposés plusieurs fois. Et donc, en fait, il faut parfois améliorer son projet, prendre les retours. C'est pas forcément la première fois la bonne. Donc, si ça l'est, tant mieux, on continue le chemin. Parfois, il faut juste se dire, ok, cette partie-là n'a pas été bien comprise, ou ce volet-là peut-être est un peu faible niveau technique. Donc, comment on peut l'améliorer? Est-ce qu'on a un work programme ou un work package plutôt à mettre en place spécifiquement pour ça? Parce que voilà. Donc, il y a quand même tout un travail parfois d'itération, ou pour arriver à être financé, ça peut prendre 1-2 ans. Donc c'est sûr qu'il faut être patient et tenace, mais on peut y arriver quand même. Donc sinon, il n'y aurait pas 800 personnes qui déposeraient des dossiers. Voilà. C'est beaucoup. Et surtout que je pense que les retours qu'ils font les experts suite à une candidature sont riches. Donc, il faut le prendre aussi comme un retour d'expérience à prendre en compte pour la suite. Il faut être patient. Oui.
Il faut être patient et puis faut pas hésiter à se remettre en question en se disant ok c'est peut-être la vision que j'avais au début. Les experts qui sont quand même des experts européens connaissent le sujet et parfois ont des bons retours. On se dit ok en fait cette partie-là je l'avais pas bien vue ou là c'est vrai que c'est un angle mort de mon projet. Heureusement qu'ils me l'ont mis en avant, donc à moi de travailler pour que ça soit plus un angle mort. Et c'est vrai qu'après, si les retours des examinateurs parfois sont un peu flous, ils sont très vagues dans ce qu'ils font comme retour. On peut toujours aussi s'appuyer sur les points de contact nationaux, donc les PCN qui ont vraiment l'habitude de voir les ESR comme on les appelle à ce moment-là, et ils peuvent vous aider aussi à décrypter ce que l'examinateur attend de votre projet. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Il y a à la fois des points de contact nationaux sur la partie transition et Pathfinder, donc c'est la même personne. Et je pense qu'il y en a aussi sur le EC Accelerator. Et ça peut vraiment être une grande aide quand vous avez déposé votre projet une première fois et que vous vous posez des questions sur les retours que l'Europe vous a fait, de les contacter parce qu'ils peuvent vous recevoir et vraiment vous aider à déchiffrer ce qui manque à votre projet pour le prochain dépôt. Et donc là, on est sur le 3e volet de cette série, l'EC Accelerator. Donc lui, c'est un dispositif qui est monopartenaire, exclusivement réservé aux PME. Donc les startups sont inclus dedans. Et on n'a pas l'obligation d'avoir été lauréat d'un Pathfinder ou d'un Transition pour postuler à l'accélérateur. Ça peut être la suite logique, on peut tout à fait, mais c'est pas une obligation. Une PME, une startup qui porte un projet disruptif avec un fort volet innovation peut tout à fait postuler à l'accélérateur. Il y a juste donc les petits points à prendre en compte pour le EC Accelerator, c'est on va financer des innovations à fort impact. Donc vraiment, on va parler de deep tech, mais on va parler aussi d'innovation de rupture, parce que bon, deep tech, on met beaucoup de choses dedans. En même temps, c'est restrictif, mais il faut quand même que le volet R&D du projet soit assez haut. Et ensuite, on va aussi sur la deuxième partie du dispositif accorder beaucoup d'importance à l'impact et au business plan. Donc en fait, il faut être excellent sur les deux, autant sur j'ai l'équipe technique et j'ai le programme R&D qui me positionne parmi les leaders en Europe, et j'ai une vision business et j'ai un business model qui va aussi me permettre d'être un leader en Europe. Donc, vraiment, à un moment, ce que la Commission disait, c'est qu'ils cherchaient à financer les prochaines licornes. Peut-être licorne maintenant, c'est plus trop le mot à la mode, mais on est quand même dans cet esprit, c'est l'argent du contribuable européen, donc il faut que l'innovation et que le projet puisse bénéficier, si on peut dire, aux citoyens européens dans son ensemble, que ce soit en B2C ou en B2B. Et ça doit aussi positionner l'Europe face au niveau international, face aux États-Unis, face au bloc asiatique, comme un leader, comme pouvant faire émerger des solutions souveraines. Voilà. Donc là, c'est des très grands mots, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'on cherche des programmes R&D qui soient très costauds et qui puissent être scalables minimum au niveau européen et voire à l'international. Ensuite, techniquement, comment on peut candidater à l'EC Accelerator? C'est un dispositif qui est en 3 phases. Donc la première phase, c'est la short application, qui est un premier écrémage, on va dire, des projets, qui est plutôt concise. On invite tout le monde à la tenter. Parce que en fait c'est une quinzaine de questions sur le projet, sur l'équipe, qui sont une vidéo à tourner et un pitch deck de 10 slides à fournir. 4 semaines plus tard, 6 semaines plus tard, on a une réponse. Notre proposition notre projet a été évalué par 4 évaluateurs et on a un retour. Donc on voit déjà aussi un feedback. Et donc ça c'est automatique. Est-ce que voilà,
qu'est-ce qu'ils en pensent, on a nos chances. Le retour est positif, donc on passe la première étape et là on est invité à déposer une full application, donc le dossier complet qui fait à peu près une 50aine de pages où on va être challengé sur tous les aspects de notre société. Donc qui sont vos membres? Quel est votre business model? Quel est votre programme de R&D? Quelles sont vos lots techniques? Dans quel environnement législatif de propriété intellectuelle vous vous situez? Vraiment, on va faire un 360 autour de la société, à l'intérieur, à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des freins législatifs ou techniques qui vont vous bloquer? Voilà, on va le check. Et ensuite, on va aussi vous dire, quel est votre... Parce que à la fin de l'EIC Accelerator, on doit arriver à un stade de développement de TRL 8 et dans les 24 mois à la fin du programme, on doit arriver à un TRL 9. Donc, il y a vraiment cette ambition de on finance un projet qui va aller vers le marché. Chose qui n'est pas le cas pour Pathfinder et Transition, même si Transition, je pense, il y a un petit côté, vu que je crois qu'il y a une PME qui doit être dans le consortium, oui. Il y a un côté de est-ce que va y avoir une application potentiellement commercialisable, oui. Voilà. Mais là vraiment on est dans le à la fin il faut quand même commercialiser ce que vous avez développé. Cette full application vous pouvez la déposer à des dates précises qui sont communiquées généralement en décembre, janvier. Donc là on va avoir en décembre, janvier les dates pour 2024, on les a pas encore. Pour 2023, les dates c'était janvier, juin et là en octobre, novembre. Je dis octobre, novembre parce que ça a un peu évolué dernièrement. Voilà. Et donc ça, c'est des dates précises. Il faut se préparer avant, constituer son dossier et le déposer. Ce dossier il va être évalué par 3 évaluateurs qui vont aussi faire un retour très précis. Si les évaluateurs donnent leur go, leur validation, on passe à une étape d'audition. Et donc là, l'équipe dirigeante va venir pitcher son projet devant un jury d'évaluateurs qui est composé d'experts scientifiques et aussi d'investisseurs pour convaincre ce jury de débloquer cette dernière étape et d'être financé. Là, ça me permet de faire le lien avec les investissements parce que la particularité de l'EIC Accelerator, c'est que vous pouvez demander du blended finance, qui est une combinaison de subventions et d'equity. Vous pouvez demander seulement la subvention, mais vous pouvez demander les deux, et donc ça va faire des enveloppes un peu plus importantes pour financer votre programme. Et donc sur la subvention, on peut aller jusqu'à 2 millions de subventions, et on peut aller jusqu'à 15 millions en equity. Et donc l'equity, ça va être la banque d'investissement européenne qui va vous présenter un pool d'investisseurs avec lesquels vous allez pouvoir échanger pour avoir des conversations plutôt classiques avec des investisseurs, combien vous êtes prêt à mettre, combien je suis prêt à donner, quelle est votre vision, comment vous pouvez m'accompagner. Et donc ça aussi, c'est plutôt bénéfique parce que ça va vous ouvrir en fait la porte d'investisseurs européens. Et ça peut faire effet levier avec votre programme de je dois me développer en Europe. Parce que certes, la scène française est très active en termes d'investissement. Avoir des acteurs qui sont présents dans plusieurs pays européens, c'est pas forcément la majorité des acteurs. Donc là, tout de suite, vous allez avoir des acteurs qui ont une vision européenne et qui vont peut-être aussi pouvoir vous aider à aller vers l'Europe. Et puis après, les durées du projet, généralement, on est autour de 18-24 mois de développement. On est plutôt court. Pour développer la fin de son produit R&D et commencer la commercialisation. C'est vrai que la particularité, si vous voulez postuler à l'EIC Accelerator et que vous avez obtenu un Pathfinder et ou un Transition, c'est qu'il y a la possibilité, si l'Europe y est favorable, que vous arriviez directement en phase 2 avec ce qui s'appelle le fast track. C'est-à-dire que voilà, votre projet est considéré comme excellent. Et le dossier que vous auriez fait sur la partie Pathfinder ou Transition va finalement équivaloir à la short application et vous permet d'arriver directement sur la full application. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est décidé en commun avec l'Europe. Et oui, c'est ça. Voilà.
en commun et qui est aussi géré au niveau national. Donc, il y a des listes. Donc là, on a d'un moment la première, on n'a pas encore le résultat, mais cette première sélection de Fast Track a d'un moment présenté son projet en juin. Et donc là, on n'a pas encore les retours de juin, mais on verra si c'est parce qu'il y a quand même aussi une forte volonté politique de pousser les startups vers ce programme pour leur dire, bah voilà, tout de suite, on va vous aider à aller à l'Europe. On a des très beaux programmes au niveau national, mais il y a ça aussi qui peut être intéressant. Et donc, dans ce sens aussi, ça peut permettre de faire une transition, mais BPI France va proposer un accompagnement pour les entreprises avec des diagnostics Europe et des diagnostics aussi partenariat technologique international qui vont aider les startups à, dans notre cas, à recourir à des cabinets extérieurs qui vont les aider à constituer le dossier et à déposer le dossier. Parce que c'est des dossiers qui sont quand même assez lourds. Et parfois, d'avoir un œil extérieur et de se dire, OK, je vais être épaulé dans cette phase. Parce que, par exemple, pour un EIC Accelerator, on va compter peut-être, pas à temps plein, mais on va compter quand même 3 mois de préparation pour avoir un dossier qui soit complet et tous les points essentiels backupés et tout à fait éligibles à ce qu'attend l'Europe. Donc 3 mois depuis la première étape jusqu'à la fin. C'est ça, c'est ça. Généralement pour la short application, on va déjà commencer à réfléchir à la full application. Et après, c'est juste une question on attend le temps. Et après aussi, de demander un regard extérieur sur son projet, ça peut permettre soit à la BPI, soit à des cabinets externes, soit à des incubateurs, il y a tout un écosystème. Ça permet déjà de voir est-ce que, avec l'expérience que les autres ont, mon projet a des chances, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Donc là, il y a quand même, il faut peut-être savoir s'entourer pour aller dans ce genre de dispositif, parce que si on y va tout seul, c'est quand même costaud. Personne n'y compte. Ouais, c'est vrai que, comme le dit Olivier, le IC Accelerator, c'est un dossier qui est assez conséquent parce qu'on est sur un dossier de 50 pages. Comparé à l'EIC Pathfinder ou à l'EIC Transition, là, on est sur des dossiers de 17 pages. Donc, on est vraiment sur un autre niveau. Et c'est vrai que l'Europe a vraiment fait ces 3 dispositifs pour qu'il y ait une fluidité, c'est-à-dire que le EIC Pathfinder, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais la sélection est assez classique, on va dire, sur un projet de recherche, c'est-à-dire que c'est une évaluation qui est faite sur dossier. Il y a une petite phase de discussion avec l'Europe, mais qui va peut-être pas être maintenue l'année prochaine. Et voilà, c'est uniquement sur la partie dossier, comme sur beaucoup de projets de financement de la recherche. Après, sur la partie transition, va y avoir une première évaluation sur dossier et après pour les dossiers qui sont sélectionnés, une petite audition. Donc là, voilà, on voit qu'on change, on prépare un peu le terrain sur se dire, il faut savoir présenter son dossier à l'oral, le pitcher, le défendre auprès d'experts du domaine. Et après, voilà, on passe sur la partie accélérateur où là, on est vraiment sur un autre niveau au niveau présentation, quoi, et défense du projet. Ouais, là vraiment on est sur un exercice. Vous avez 20 minutes, 10 slides, pas une de plus. Il faut être impactant. Que face à vous, il y a des personnes qui n'ont pas forcément vu votre projet, qui sont pas forcément dans votre domaine d'activité, et il faut les convaincre. Et eux, ils voient 10 projets dans la journée, donc ça va très 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 vite. Donc mais par contre, pour l'entreprise qui va préparer tous ces programmes, après peut-être le IC Accelerator, c'est vraiment très structurant, formateur. Donc il y a aussi ce côté-là où le IC Accelerator aussi, si on rate la première fois, on a la possibilité de représenter son dossier en prenant en compte les retours des évaluateurs. Mais tout le travail que l'entrepreneur, l'entreprise, l'équipe, je dirais même, parce qu'il faut mieux être en équipe pour monter ça, c'est se projeter sur les 24-36 prochains mois de la société, mais se projeter réellement. C'est vraiment, si le IC Accelerator passe pas, vous pouvez quand même prendre votre roadmap. D'un moment, c'est ce que vous allez faire et vous avez juste à
Justin, dérouler le travail, la roadmap, et normalement tout va bien se passer. Donc il y a ce travail, si on peut dire, un peu d'introspection, de planning stratégique. Voilà, on peut utiliser plusieurs mots pour se dire, dans 36 mois, où est ma société? Et ça, c'est normalement beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de sociétés le font. Et quand vous le faites, pourquoi pas l'associer avec un EIC accélérateur? On a aussi l'autre cas où, qui est souvent complémentaire, l'entreprise est en même temps en levée de fonds. Et donc là, on a vraiment l'alignement des étoiles, si on peut dire, en se disant, je vais parler à des investisseurs et en même temps, je vais faire effet levier avec l'EIC accélérateur. Tout va se nourrir et les deux vont être contents d'être assemblés. Les investisseurs, ça va les rassurer en disant, OK, vous allez confronter votre programme à l'excellence européenne. Et en même temps, l'EIC accélérateur, l'Europe va dire, en fait, le projet a beaucoup de chances de réussite parce qu'en plus, il y a des investisseurs privés qui vont être là. Donc, moi, je vais vraiment jouer mon rôle de, je donne le petit coup de pouce et ensuite, normalement, l'entreprise est capable de se débrouiller par elle-même. Exactement. Je trouve que ça peut être un bon exercice pour la société, les chefs d'entreprise, de prendre un peu de recul et organiser tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de taux de réussite pour la partie accélérateur? Alors, le taux de réussite, il est autour de 7-8% pour toutes les phases chaque année. Donc, il y a beaucoup de candidats. On est à peu près, en fonction des années, entre 1200 2000 projets déposés chaque année. Je dis ça parce que ça peut évoluer. Avant, on était sur l'instrument PME, il y avait beaucoup plus de projets. Là, sur le EIC accélérateur, on en a un peu moins. Et ensuite, on n'a pas les statistiques sur le héros dépôt. Ça, on n'a pas ça. Et si jamais l'entreprise n'a pas même en redépôt l'EIC accélérateur, elle a un badge qui s'appelle le Seal of Excellence, qui aussi montre que le projet a quand même a des capacités, des aspects très innovants. Mais comme c'est un concours, ça dépend qui vous avez en face de vous. Voilà, c'est l'aspect concours. Donc, mais voilà, c'est un travail très très sélectif. Donc, on est. Ouais. Et d'ailleurs, ce badge Seal of Excellence existe dès le transition. C'est-à-dire qu'il peut être attribué à certains projets, ce qui leur permet d'accéder à certains services qui sont mis sur la plateforme Europe en vue du coup du dépôt à l'EIC accélérateur. Tu as dit il y a 1200 candidatures à niveau européen, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Et même, on peut aller jusque parce que chaque pays, c'est l'Europe élargie. Par exemple, Israël peut candidater et sont très dynamiques. Il y a beaucoup de startups israéliennes qui vont aller candidater sur l'EIC. Donc, c'est l'Europe élargie. Ouais. Est-ce que la France est un bon élève? Alors, la France, oui, est un bon élève. Nous, on a de la chance déjà d'avoir un écosystème qui est plutôt solide, d'avoir BPI France qui va pousser quand même les startups et qui va essayer de mettre en avant l'EIC accélérateur pour que c'est un programme qui soit visible et accessible. Et on termine généralement dans le top 3 à chaque résultat. On se bataille, on va dire, si on peut dire, mais avec l'Allemagne et les Pays-Bas aussi. Les Pays-Bas sont très très bons avec un réseau universitaire, start-up très développé. Et donc, on a des très beaux projets au niveau du Pays-Bas qui sont là, mais on a aussi l'Espagne, l'Italie, vraiment de tout. Mais nous, généralement, on est dans les 3 premiers avec peut-être entre 10 et 15 lauréats par vague. Et sur les 2 autres financements, on est dans le top 5. Oui. Alors, on continue. Voilà, donc là, on referme la parenthèse EIC avec Pathfinder, Transition et Accélérateur, et on passe sur un nouveau dispositif, le Cascade Funding. Le Cascade Funding, c'est en fait un mécanisme européen qui va permettre aux PME et aux startups innovantes, donc toujours réservé aux PME et aux startups, d'obtenir des subventions
par le biais d'autres entreprises qui ont obtenu des subventions très importantes au niveau de l'Europe et qui, en fait, par ces subventions obtenues, doivent s'engager à reverser une partie de ces subventions à des startups et des PME. C'est un dispositif qui peut-être n'est pas forcément très bien connu, ciblé ou fléché, mais qui peut être très intéressant pour les startups. Par contre, le fait est que chaque appel à projet, donc les consortiums d'entreprises vont monter des appels à projets autour de lots techniques, de besoins qu'ils ont et qui ont leur propre philosophie. Donc il y a une grande généralité, on va dire, mais chaque projet ne va pas se ressembler. Et donc c'est en fait une démarche où la startup doit aller voir. Il y a un portail, on vous a mis le lien dans la présentation. Mais doit aller voir par elle-même les appels à projets qui sont en ce moment éligibles, ça change à peu près tous les 2-3 mois, et de se dire, est-ce que moi j'ai une brique technologique qui pourrait correspondre à la demande, et donc d'aller postuler. C'est très léger comme terme de dossier. On parle de dossiers si on doit chiffrer ça, de 10 à 12 pages. C'est très court. Généralement, les développements sont de moins de 10 mois. On a un taux de financement qui est assez intéressant, jusqu'à 70%, et on a des enveloppes qui sont comprises entre 60 et 300 000 euros de subvention. Donc, c'est pas ce Cascade Funding un programme qui va financer un développement d'une entreprise sur plusieurs années, mais en fait ça peut aider à financer une équipe technique ou s'améliorer sur une brique techno qu'on maîtrise déjà mais sur lequel on voudrait aller un peu plus loin, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut mener ces travaux de recherche et d'innovation. Donc c'est plutôt intéressant de regarder ce dispositif. Et si on va sur la slide suivante. Je voulais rajouter seulement que ça peut être aussi une bonne façon oui, ça peut être aussi une façon de rentrer dans tout cet environnement européen quand on ne connaît pas comme start-up, chaque entreprise, on parle des dossiers, de restructuration, plein de choses. Et peut-être c'est aussi une façon de dire, testons avec un Cascade Funding, c'est beaucoup plus léger, et c'est beaucoup plus rapide, les taux de réussite, je pense, sont plus hauts aussi. Donc peut-être c'est aussi une façon de commencer la sensibilisation et tester comment ça se passe. Exactement. Et puis c'est aussi l'intérêt de rencontrer des partenaires, que ce soit industriels, de recherche, et de se dire, on a fait ce programme ensemble, mais en fait peut-être qu'on peut aller un peu plus loin et d'avoir cette vision, comme tu dis, européenne. Et donc là, les différentes étapes, on les a mis un peu en très détaillé parce que comme c'est un dispositif qui est peut-être moins connu, autant aller dans le détail, mais c'est des appels à challenge. Il y a une sélection des candidatures qui est réalisée par le consortium et 2-3 experts. Le petit conseil qu'on peut donner, c'est si vous repérez un appel à projet qui vous intéresse avec un consortium, par exemple, qui est français, c'est de pas hésiter à contacter directement le chef de file ou l'entreprise française dans ce consortium et d'échanger directement en disant qu'est-ce que vous recherchez précisément, voilà ce que je fais. Il y a ce premier contact et puis ça permet de qualifier déjà son projet. Est-ce que ma brique techno peut répondre à vos besoins? Oui, non. Si oui, je vous invite à monter le dossier, c'est évalué et assez rapidement on a sa réponse. On n'est pas sur des process très longs. Après, il y a la mise en place d'un contrat très léger aussi qui est mis en place entre le consortium, l'Europe et l'entreprise. Le début des travaux, ça dure moins de 18 mois et ensuite à la fin on a un reporting ou en cours de projet pour voir comment les travaux se sont déroulés, est-ce qu'on a été jusqu'à la fin, est-ce qu'il y a des soucis ou tout a bien fonctionné, on a pu délivrer la brique ou le projet qui était initialement prévu. C'est les astuces. Ouais, les quelques astuces, peut-être que ça va recouper prendre contact avec le partenaire clé du projet, lire absolument les guides for applicants parce que c'est chaque projet a sa propre philosophie. Les montants de subvention peuvent varier, donc ça vous avez toutes les informations. Et c'est aussi le conseil qu'on peut mettre si vous rentrez là-dedans, c'est de mettre en place une petite veille.
Comme tous les 2-3 mois, ça change. Là, peut-être à la fin du webinaire, de la présentation, vous allez dire, OK, je vais me connecter. Ah, dommage, il n'y a rien qui correspond à ce que je fais à ma société. Dans 3 mois, c'est peut-être pas le cas. Donc, donnez-vous peut-être 6-9 mois et de se mettre des rappels très, très bêtement dans son calendrier. Et au bout de 9 mois, vous allez voir, il y a vraiment rien qui est jamais pour ma solution. Ou là, tiens, ça peut être intéressant. J'ai mon équipe technique qui peut consacrer du temps, c'est en phase, voilà. Donc, toujours la patience, de patience avec le projet européen. Peut-être avec l'Europe, mais je crois que l'Europe a mis du temps à se construire, donc c'est aussi. Et là, il y a quelques exemples aussi qu'on a mis qui sont peut-être liés au public de Finance Innovation, mais il y a des blocs aussi qui ont été publiés autour de la blockchain. Je pense aussi il y a des choses sur la finance décentralisée, les détections de deepfake, de fake news. Il y a plein de la sécurisation des données, des transactions, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément de la recherche santé ou c'est vraiment de tout, parce que même dans un projet logistique, on pourrait peut-être avoir pour supporter la chaîne logistique une blockchain qui doit être développée. Les blockchains actuelles ne répondent pas exactement aux critères souhaités, et donc une startup qui maîtrise cette technologie se dit OK, il y a un challenge, moi j'ai peut-être les capacités de développer cette blockchain, et donc l'Europe et le consortium se dit OK, on vous donne une subvention pour relever ce challenge. Parfait. Et ça, c'est des petits takeaways, on va dire, avant de se lancer. C'est toujours bien de faire un pas en arrière et de se dire OK, j'ai repéré cet appel à projet, j'ai repéré ce dispositif. Est-ce que ça me correspond vraiment avant de se lancer en tête baissée, en fait, on s'auto-convainc peut-être que c'est vraiment fait pour nous. Peut-être pas. Et donc, là, il y a quelques petits conseils. C'est d'abord savoir si c'est collaboratif ou individuel. C'est peut-être la première base. Si c'est collaboratif, il faut monter un consortium. Donc là, ça demande aussi un peu de temps, un peu d'accompagnement, des choses comme ça. Quel type de financement? Est-ce que ça va couvrir toutes mes dépenses, ou est-ce que j'ai une partie à aller chercher en financement privé? Est-ce que c'est aligné avec ma stratégie? Ça aussi, se dire on va faire un projet juste pour toucher de la subvention, mais après c'est pas du tout en lien avec le projet de l'entreprise. Généralement, ça marche pas. On voit tout de suite que ça colle pas au bout d'un moment. La technologie de domaine d'application, et puis la TRL toujours, le niveau de maturité technologique. Est-ce que mon projet est bien situé par rapport à cette grille? On vous a mis aussi en annexe cette grille. Est-ce que tu as d'autres conseils? Non, c'est vrai que c'est important de bien se poser avant de monter un projet européen, parce que comme on l'a dit, c'est des gros projets, il faut les monter. Souvent, ça prend du temps, il faut déposer 2 voire 3 fois avant de l'obtenir. Alors voilà, il faut être prêt à se lancer dans cette aventure européenne, parce que c'est vrai que sur les EIC, il y a un call par an, en tout cas pour les Pathfinder et les transitions. Il y a un call open, un call challenge, et donc du coup voilà, il y a une possibilité par an, donc il faut parfois être patient, prendre son temps pour rédiger le projet. Du coup, je déborde un peu sur la slide qui est là. C'est vrai que sur la partie Pathfinder, il faut bien se concentrer sur la partie excellence scientifique, qui va qui a un poids de 60% sur la note finale. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut vraiment mettre le paquet. Après, sur la partie transition, c'est à la fois, il regarde bien sûr l'excellence scientifique, mais comme c'est normalement sur des résultats qui sont issus d'un autre projet européen, normalement la partie excellence scientifique a déjà été un peu challengée à l'étape d'avant, et là ils vont vraiment un peu plus se concentrer sur la partie impact et business,
Et je pense qu'après, sur la partie accélérateur, c'est encore plus le cas. Mais voilà, vraiment prendre du recul sur son projet, monter les bons partenariats si vous montez un projet collaboratif. Et si vous êtes seul à monter le projet, voilà, vraiment prendre le temps de voir d'où vous partez, où est-ce que vous voulez amener le projet. Et voilà. Et si je peux juste rajouter sur l'aspect collaboratif et consortium, c'est vraiment de prendre le temps de s'aligner. Parce que vous pouvez dire, OK, il faut que je trouve 2 autres entreprises dans 2 pays européens différents. Vous pouvez le trouver, hein, c'est pas non plus très compliqué. Mais par contre, vous allez passer un projet de 18 à 36 mois avec eux. C'est un peu long. Donc, il faut être vraiment sûr que s'il y a une PME dans le consortium, qu'elle y trouve son compte, qu'elle puisse allouer les ressources et qu'à la fin, puisse porter le projet de recherche. Le labo, si ça correspond vraiment aux travaux de recherche, aux thèses, vraiment, et de se dire, c'est pas du temps perdu parce que c'est aussi la réussite du projet, de bien s'aligner, que tout le monde comprenne qu'est-ce qu'ils gagnent et quel est leur engagement. Vraiment. Juste parce qu'on a vu dans d'autres dispositifs, mais là aussi, des projets malheureusement tombés à l'eau parce que le consortium au début, il n'avait pas été bien réfléchi et puis peut-être la PME s'est dit moi je peux pas du tout supporter ça. En fait, on a fait un pivot, maintenant on est là-dessus, donc qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, c'est un peu. Oui, parce que une fois que le projet est déposé, il n'y a pas de possibilité de modifier les partenaires au sein du consortium. La seule possibilité, c'est que la PME est fermée. Et dans ce cas-là, on peut la remplacer par un autre partenaire. Mais sinon, à partir du moment où le projet est déposé, le consortium, il est ferme et définitif et il n'y a pas possibilité d'en changer. Ok. Donc, je retiens, c'est vrai, c'est faire accompagner surtout à la fin, c'est entourer. Vraiment, oui, si on peut donner aussi un dernier conseil, c'est de se dire, certes, c'est mon projet, mais il y a tout un écosystème autour qui peut vous accompagner, qui peut vous donner des bons conseils, qui peut aussi avoir un regard extérieur et critique, challenger votre projet, parce qu'on peut, par exemple, sur l'accès au marché, c'est des choses que un entrepreneur ou une startup peut se dire, on verra après. Là, par l'instant, nous, on est une équipe de tech, on s'est développé, on est les meilleurs, et le marché, vous inquiétez pas, on trouvera. Non, il faut quand même un peu avant se dire où est-ce que vous voulez aller, comment vous allez vendre, qui sont vos clients, comment vous allez attraper vos clients, enfin accéder. Vraiment, c'est d'aller dans un détail assez fin, notamment pour le IC Accelerator, pour se dire, demain, mon programme R&D est fini, je le commercialise de telle manière, avec ces ressources-là, parce que j'ai aussi peut-être un directeur commercial, marketing à recruter, j'ai une équipe sales à former, à mettre en place. Je vais à l'Europe et moi, mon marché, il va se situer peut-être en Allemagne. Est-ce que je dois monter une succursale? Est-ce que je peux faire de tout à distance? J'ai aussi de la propriété intellectuelle. Ça, c'est aussi un point très important. Il y a aussi de l'accompagnement là-dessus. Comment je protège mon innovation? Est-ce que je peux déposer des brevets dessus? Où est-ce que je les dépose? Voilà. Donc, il y a toute cette partie qui est en dehors de la technique, mais complémentaire, qu'il va falloir projeter et y réfléchir concrètement. On peut pas juste dire on verra. Oui, voilà. Surtout qu'aussi sur la partie Pathfinder Challenge, la volonté de l'Europe, c'est de monter des portefeuilles de projets sur les thématiques qui ont été définies. Et en fait, une fois que les projets ont été financés sur ces challenges-là, donc il y a un project manager qui réunit au moins une fois par an l'ensemble des PI en fait, des projets financés sur la thématique pour faire de l'échange d'informations pour enrichir les projets entre eux, parce que c'est vraiment aussi sur la partie Horizon Europe qui existe maintenant depuis quelques années. C'est vraiment la volonté de l'Europe de faire travailler les gens ensemble pour faire grandir les projets et vraiment sortir des beaux produits à la fin, quoi. Il y a du sens, il y a des bonnes pratiques quand même à échanger.
Et visiblement, ça marche très très bien en fait sur la partie challenge, les échanges d'informations. Visiblement, les PI sont très contents de ces réunions qui ont lieu au moins une fois par an entre projets où ils s'échangent du coup les résultats pour faire enrichir un projet dans le bon sens. Super. Je pense que voilà les liens utiles ici. Ouais. Voilà, c'est juste pour faciliter les recherches. Peut-être maintenant on peut avoir quelques questions. Je pense qu'on est à l'état. Il nous reste quelques instants. Oui, donc on a quelques questions en ligne. Donc le taux de succès est-il plus important sur les call challenge que sur les open? Non. Alors après, oui et non, ça dépend des challenges. Parce que sur les transitions, par exemple, donc ils se sont aperçus déjà que sur les transitions challenge, il y avait assez peu de dépôts, donc c'est vraiment en discussion de savoir s'ils vont les garder pour l'année prochaine. Mais par exemple, en 2022, il y a eu un taux de 50% sur un des challenges, mais un taux de 50% avec 14 dossiers déposés. Donc voilà. Ça. Après, sur les autres challenges, c'était à peu près 30%. Alors, on peut pas vraiment dire qu'il y a un taux de succès plus important sur Open et Challenge. La seule différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de dépôts sur la partie Open que sur la partie Challenge. Donc, si vraiment le conseil qu'on peut aussi vous donner, c'est si vous avez vraiment un projet qui correspond à un challenge en particulier, vous avez plus intérêt à le déposer sur le call du challenge que sur l'Open, parce que du coup, dans l'Open, vous allez être noyé sur tous les projets, parce que c'est un appel blanc multithématique, alors que sur les challenges, il y a moins de dossiers qui sont déposés et donc vous avez plus de chances de l'obtenir. D'accord, merci pour la réponse. Et il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une équipe d'accompagnement, voire de suivi du projet après l'obtention du financement? Alors, sur la partie transition et Pathfinder, à partir du moment où vous avez obtenu votre financement, tout dépend comment le projet a été construit. Il y a des projets qui font appel à des structures pour les aider sur la partie accompagnement. Après, voilà, sur la partie Pathfinder, on est quand même plus sur un projet de recherche. Donc, en général, les chercheurs ont plus l'habitude de mener à bien en fait le projet. Sur la partie transition, globalement, les chercheurs, les chercheurs ou l'entreprise va mener seul sur la partie scientifique. Après, ils peuvent se faire accompagner sur la partie impact. Si jamais il y a des études de marché, des choses comme ça, ils peuvent faire appel à des prestataires extérieurs. Mais globalement, sur l'Europe, à ma connaissance, ne fournit pas d'accompagnement des projets une fois qu'ils sont financés. Et c'est un peu différent sur les challenges où du coup il y a quand même le project manager qui est là pour essayer de faire grandir la thématique. Mais sinon sur les autres appels, j'ai pas. Pour le EC Accelerator, il y a aussi un project manager qui va s'assurer que le projet est bien mené, que les lots ont été déployés comme annoncé, et qui à la fin va aussi clôturer le projet en demandant quelques documents administratifs pour en fait débloquer le dernier versement de la subvention. Mais ça c'est plutôt classique dans tous les dispositifs. En fait, l'Europe va demander des rapports intermédiaires. Souvent c'est un par an. Pour s'assurer que le projet avance bien, mais il n'y a pas plus d'accompagnement sur la partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière. Sur le Blended Finance de l'EIC Accelerator, il semblerait qu'il y avait de gros délais pour obtenir le financement du fait de problèmes internes à la CE. Est-ce toujours le cas en 2023-2024? Alors, on en a parlé aussi juste avant. Il y a eu des gros problèmes. Alors, ça c'est sûr, où il y a eu une incompréhension, je pense, en ce que faisait le marché en termes de financement privé, ce qu'attendait la Banque européenne d'investissement, ce que pouvait comprendre en termes de timeline et de attente entrepreneurs. Donc, il y a eu quelques projets qui ont capoté là-dessus. Mais ça, c'était au début. Maintenant, je n'ai pas l'entreprise en tête, mais la Banque européenne d'investissement a un contrat avec un cabinet de conseil en levée de fonds
privé qui, de mémoire, se situe au Luxembourg et qui va épauler en fait les agents de la Banque européenne d'investissement pour peut-être être plus proche des conditions du marché en termes de VC et d'investissement. Donc là, maintenant, ce problème, il a été pointé et je pense qu'il est résolu et que ça ne pose plus de problème sur cette partie blended. Merci. Bon, je pense qu'on n'a plus de questions. Je vous remercie Caroline, Olivier, c'était super, très intéressant, beaucoup d'informations. Donc, si vous avez des questions, si les personnes ont des questions, n'hésitez pas à vous contacter. On va partager toute la présentation et vos coordonnées. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.